Bienvenue, mesdames, messieurs, loin de l'arène politique 100% Bénin. Je voudrais vous convier à la question ô combien récurrente de l'inondation. Une question devenue plus que préoccupante. Une quantité d'eau peu ordinaire sur le Bénin. Fin septembre et tout le mois d'octobre, d'une localité à une autre du pays, on en paie le prix fort. Culture, vivriers et autres submergés par l'eau, voies impraticables, infrastructures socio-communautaires, routières sous l'eau, écoles et salles de classe inondées, par endroits, des pertes en vies humaines. Le mois d'octobre, mesdames, messieurs, s'achevant, beaucoup veulent bien croire que les rayons solaires apparaîtront à nouveau pour un temps bien merveilleux et aider à penser définitivement toutes les plaies. Le Bénin, face aux pluies diluviennes des mois de septembre et d'octobre 2019, le pire conjuré. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant avec des spécialistes en la question. Tout de suite, je vous le présente en notre côté, Dr Théodore Adjapa, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Il est spécialiste des risques et catastrophes naturelles. Il a accepté de nous accompagner pour mieux comprendre ce qui se joue désormais. Est-ce que tout ceci peut être conjugué vraiment comme des événements du passé? Avec lui, on en saura un peu plus. Dr Théodore Adjapa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à cette invitation. Merci. En face de lui, un autre, lui, n'est plus à présenter, prenant toujours le devant des questions touchant à l'environnement avec des alertes en un point fini. Dr Brice Sow, c'est son nom, environnementaliste. Il est le président de l'ONG qui fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci, à Mokilnwek. Dr Brice Sow, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à cette invitation. Merci pour votre invitation. Sachez-le, c'est un plaisir. Au-delà, un devoir. Ah oui, les plateaux sont aussi faits pour ça. Une vingtaine de villages inondés, plus de 15 000 personnes touchées. Mesdames, messieurs, il s'agit là simplement du bilan au niveau d'une des communes de la partie sud-est méridionale, disons, du Bénin. La commune de Lokossa a plus précisément multiplié le chiffre au niveau de d'autres localités. Les localités qu'on qualifie souvent de zones lacustres ne sont pas comptées pour ce chiffre. Eh bien, vous pouvez vous faire une idée plus exacte de ce qui se passe. Je me retourne carrément vers les spécialistes pour nous aider à mieux comprendre ce qui se joue désormais. S'agit-il d'un drame ou d'un épiphénomène que le Bénin a vécu en silence? La parole d'abord à vous, Brice Sow. Vous savez, monsieur le journaliste, depuis janvier, nous avons lancé l'alerte que cette année, le Bénin sera sujet à un réel phénomène de dérèglement pluviométrique. Nous avons alerté l'opinion publique, nous avons alerté l'autorité et d'ailleurs, depuis près d'un an, nous avons initié dans cette dynamique le projet de création de l'agence béninoise de risques et de catastrophes. Et donc, depuis janvier, nous avons alerté l'autorité que cette année, le Bénin sera sujet à un réel phénomène de dérèglement pluviométrique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les moments où on s'attend le moins au phénomène pluviométrique, on sera sujet aux pluies extrêmes. Et les moments où on s'attend à la pluie pour une agriculture pluviale, on s'attend à peu de pluie et donc l'irrigation naturelle des pluies, l'irrigation pluviale plutôt des cultures, sera déficitaire. Et ce sont les moments attendus de poches de sécheresse que nous serons donc sujets à des pluies exceptionnelles. Alors, malheureusement, on y a des règlements climatiques. Docteur Adjapa, le Bénin donc, ne devrait pas être surpris par ce qui se passe si on sentit au propos de votre vis-à-vis. C'est quoi votre avis? Oui, je soutiens ce que Dr Brice est en train de dire. Nous ne devons pas être surpris parce que le phénomène d'inondation que nous enregistrons actuellement, c'est des phénomènes cycliques. C'est des phénomènes cycliques et en ce moment de l'année, on doit s'attendre à des pluies diluviennes qui créent naturellement les inondations. Les causes des inondations sont multiples et sont toujours là. Mais face à tout ce que nous, les chercheurs, nous, les enseignants, nous proposons, l'État qui doit prendre ses responsabilités pour les appliquer ne cherche jamais à les appliquer. Et on préfère jouer aux sapeurs-pompiers chaque fois. Est-ce que ce que vous dites là ne relève pas du passé? L'État qui ne cherche pas à appliquer ce qui est annoncé et qui cherche à jouer aux sapeurs-pompiers depuis peu, on a l'impression que ça joue quand même dans l'anticipation. Bon,
Ce qui se passe, bon, s'il faut revenir aux causes des inondations, c'est vrai qu'il y a les causes naturelles. Quand nous prenons Cotonou, par exemple, nous avons la pente qui est faible. L'altitude de Cotonou est faible, donc ça favorise la stagnation des eaux. La nappe phréatique est très proche. Donc, tout ça, c'est connu, pour ce n'est pas nouveau. Et des études avaient même été réalisées. Et ce à quoi les populations voudraient bien s'attendre, c'était l'anticipation. Et vous l'avez dit tout à l'heure que les gouvernants ont l'habitude de jouer aux sapeurs-pompiers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les résultats qu'on a obtenus sur le terrain, c'est le fait de l'anticipation, ou bien ce que nous vivons actuellement aurait pu être évité si on jouait un peu plus dans l'anticipation? Oui, si on jouait un peu plus dans l'anticipation, on peut éviter. On peut éviter parce que... Avec les causes qu'on connaît là, on peut toujours éviter? Oui, on peut éviter parce que la gestion des risques et catastrophes, c'est la prévention, la prévision et l'adaptation. Lorsque vous combinez tout ça, vous pouvez pallier au pire. Lorsque vous combinez tout ça, vous pouvez pallier au pire. Comme Brice vient de le dire, depuis le mois de... Nous sommes en octobre maintenant, monsieur le journaliste. Et depuis le mois de janvier, l'alerte est donnée qu'il y aura des situations comme ça. Et justement, est-ce que beaucoup de choses n'ont pas été faites dans ce sens pour éviter qu'il y ait plus de grincement de dents? Si beaucoup de choses avaient été faites dans ce sens-là, on n'en serait pas aujourd'hui là où on dénombre des morts. Les dégâts matériels, n'en parlons plus. Si nous parlons de morts déjà, les dégâts matériels, n'en parlons plus. Et ce que nous n'arrivons pas à mesurer, c'est l'économie même du pays qui prend un coup. De quel point de vue? Oui, sur 3 plans. 3 plans qui définissent ce que nous appelons le développement durable. Allez-y. Ok, donc sur le plan environnemental, nous avons la dégradation des écosystèmes, la dégradation des infrastructures, routes, pistes, tout ça. Du fait des pluies diluviennes. Du fait des pluies diluviennes. Sur le plan social, la précarité, les gens qui perdent leur habitation, qui deviennent des sinistrés, ou qui ne trouvent même pas de famille d'accueil, qui deviennent des cas sociaux. Mais le Bénin, c'est une terre hospitalière. Il y a encore des cas sociaux au Bénin. Oui. Des gens qui peuvent se retrouver sans abri du fait de l'inondation et ne pas trouver d'abri à côté. Bien sûr, bien sûr. Mais nous parlons même de Cotonou. Si on va à l'intérieur du pays, on va dans les communes de Malanville et de Kalimaman. Là-bas, actuellement, c'est les écoles qui sont obligées d'héberger les gens. Et les élèves, dans ce cas? Oui, c'est une situation. Les sinistrés sont quelque part, les élèves, c'est une situation. Vous voyez, non? Quand vous allez sur le terrain, vous verrez que beaucoup d'écoles actuellement abritent des sinistrés. Et sur le plan économique, comme j'étais en train de le dire, oui. Lorsque les pistes sont coupées, les gens ne peuvent plus aller au marché. Les gens ne peuvent plus aller dans leurs ateliers. Les gens ne peuvent plus faire leurs occupations. Ça fait non seulement un manque à gagner pour des individus qui n'arrivent même plus à payer leurs taxes. Vous savez que le Bénin est un pays fiscal. Les gens doivent travailler, avoir un peu de recettes là pour pouvoir payer leurs impôts. Même si vous traquez les gars et qu'ils n'ont pas de quoi payer, mais ils ne peuvent pas payer leurs recettes. Et vous figurez-vous, les communes sinistrées dont nous parlons actuellement, faites les études, vous verrez que dans la plupart des communes sinistrées actuellement, les recettes fiscales baissent. Puisque l'activité économique est ralentie, les gens n'arrivent pas à payer les impôts et les communes vivent au ralenti. Ça, c'est sur le plan économique. Est-ce que vous voyez? Donc, le plan économique est touché, le plan environnemental est touché et le plan social est touché. Donc, le développement dont nous rêvons est touché.
du fait des inondations. C'est vrai que quand on vous suit, on a beaucoup de baissements au cœur, surtout lorsque vous avancez, qu'on peut éviter tout ceci. Mais Brissot, est-ce que les Béninois ne doivent pas, quand bien même on doit être préoccupé, est-ce qu'on ne peut pas se soulager de ce que, quand même, cette année semble un peu différente de ce qu'on a vécu en 2010, et simplement parce que les autorités, cette fois, en tout cas pour les données qui ne sont pas venues officiellement, les autorités se seraient réveillées quand même un peu plus tôt. Vous savez, monsieur le journaliste, en situation de crise, il y a ce qu'on appelle la ressource cognitive, la communication en situation de crise. Si l'information ne passe pas, comment est-ce qu'on pourra mieux gérer la crise? Vous savez, monsieur le journaliste, je veux être honnête devant vous. Oui. Les politiques en Afrique au sud du Sahara, et particulièrement au Bénin, sont très heureux des situations de crise. Non, s'il vous plaît, j'espère que c'est vraiment le spécialiste qui parle et non un politique. C'est le spécialiste qui parle. Un débat vraiment sérieux. Je dis, oui. Les politiques sont très heureux. Je le dis en tant que spécialiste. Non, vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'un politique peut gagner dans la souffrance du gouverné? Le dialogue politique, c'est un dialogue monétaire. Le politicien, c'est combien il va gagner dans un business. Même dans la souffrance. Même dans la souffrance. On fait du business sur la population. Bien sûr. Lorsque vous remarquez devant moi, vous voyez le ministre José Tonato, il était présent à la séance sur instruction du chef de l'État, qu'il a instruit. J'ai fait des propositions. Oui, mais on est à l'eau. Justement, nous avons appris que c'est parce qu'on a pris en compte ces observations et suggestions qu'on a évité le drame. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez vu la conclusion finale. Ils ont reconnu qu'on a besoin d'une telle agence. Mais où en sommes-nous, monsieur le journaliste? Vous savez, lorsque nous sommes en situation de crise au Bénin, il y a de l'appel à l'aide internationale. Et on profite pour dépenser le budget de l'État. Mais le politicien, c'est l'occasion pour lui pour dépenser le budget du contribuable en situation de crise. Et s'il n'y a pas crise, comment est-ce qu'il va dépenser le budget du contribuable? Comment est-ce qu'il va escroquer les partenaires techniques et financiers à l'international? C'est des comportements répréhensibles. Mais aujourd'hui, Brissot, sérieusement parlant, est-ce qu'on peut dire, avec les résultats obtenus, les dégâts sur le terrain, qu'avec l'inondation cette année, le Bénin est vraiment en crise, comparativement à 2010, un cas qu'on a encore présent à l'esprit? Vous savez, en tant que spécialiste de risques et catastrophes, il y a ce qu'on appelle les mesures de transposition de risque en situation de crise. Il y a par exemple comme mesure de transposition de risque l'assurance risque. Combien de citoyens béninois exposés à cette vulnérabilité, à ces catastrophes de l'inondation ont une assurance risque? Il fallait prévoir. Ensuite, vous savez, monsieur le journaliste, en matière de risques et de catastrophes, en matière de système d'alerte précoce, les indicateurs les plus pertinents, les plus précieux points spécialistes de risques et de catastrophes, ce sont les chiffres. Oui. Vous pouvez me dire à l'instant où nous sommes si le gouvernement du Bénin dispose des chiffres des populations exposées? Il paraît que c'est en cours. Les trois grands bassins que nous avons, le bassin du Niger est débordé, le bassin de l'Ouémé est débordé et le bassin du Mono est débordé, le barrage de Nagbeto est débordé. Les basses vallées de ces trois grands bassins sont les zones hautement vulnérables. Et quand mon doyen, le professeur, le docteur Adiakwa parlait tout à l'heure, je lui trouvais raison parce qu'en fait, il faut déjà identifier les secteurs hautement vulnérables. Quand vous allez en France, par exemple, dans chaque commune, on a ce qu'on appelle le document d'intervention communale sur les risques majeurs. Combien de nos communes disposent de ce document? Et combien de spécialistes de risques et de catastrophes sont recrutés dans toutes ces communes? Il n'y a pas que l'inondation. Et cette vulnérabilité, quand nous prenons Cotonou par exemple, il y a ce qu'on appelle les linéaments, qui sont des fractures superficielles du paysage, qui constituent des lieux d'accumulation de recharge des eaux de surface vers les eaux souterraines. Et lorsqu'on a beaucoup de fractures, lorsqu'on a beaucoup de sachets plastiques qui empêchent l'infiltration, lorsque l'on est dans des marécages, on est dans des zones hautement vulnérables. Il y a ce qu'on appelle les analyses multicritères qu'il fallait définir, procéder à l'avance et identifier déjà à l'avance en situation de crise quelles sont les populations hautement vulnérables et prévoir les mesures optimales pour gérer la situation de crise. Lorsque vous prenez un médecin à la place d'un spécialiste de risque de catastrophe, lorsque vous prenez un mécanicien à la place d'un spécialiste de risque de catastrophe, alors que le docteur Adiakwa, par exemple, est un spécialiste, alors que la coopération belge, moi, par exemple, j'ai été financé à près d'une vingtaine de millions
sur bourse d'excellence par les Belges. Et si les partenaires à l'international investissent pour former des cadres, il y en a de vingtaines. Et on en a formé aussi à l'UAC, qui sont spécialisés sur cette question. Et moi je vais vous dire la vérité, nous, lorsque nous proposons des solutions avec nos propres ressources en tant qu'hommes de science, et que nous allons voir le politicien, et que nous proposons, et que nous sommes bloqués, on est obligé, je vous assure, de lancer des alertes et de ne pas pardonner au temps opportun. Bon, alors, quand on vous suit là, vous faites déjà des propositions pour aider à apparaître au plus précis. Mais parlons rapidement de l'existant et on va ensuite se projeter. C'est utile, j'imagine que les autorités travailleront davantage dans ce sens. Parce que, oui, si on travaillait sur ces outils, ça aidera forcément. Mais l'état des lieux actuel, des chiffres officiels, on n'en a pas encore. Mais pour le spécialiste que vous êtes, est-ce que, faisant le bilan, vous pensez qu'on est toujours dans le pire, parce que vous avez utilisé l'expression crise, ou on a évité le pire, et demain sera bien meilleur à ce qu'on a vécu aujourd'hui? Monsieur le journaliste, nous sommes en situation de crise et de catastrophe. Vous savez, ce que nous subissons actuellement, on peut le comparer à ce qui s'est produit en 2010. Non mais, sérieux? En 2010, c'était un drame que le Bénin a vécu. En 2010, monsieur le journaliste, il y avait une bonne communication autour. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on s'intéresse à la situation de l'inondation des populations? Aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la politique. Mais ce que les populations subissent, c'est tout autre chose. Quand vous allez dans les 3 basses vallées, que ce soit du Mono, du Niger ou de l'Ouémé au Bénin, les populations sont hautement inondées. Vous voulez dire que la question du dialogue politique a fait comme un écran à la situation des populations sur le terrain? Voilà, et la communication ne passe pas. Et il faut le savoir aussi. En 2010, le poids économique du Béninois était supérieur que celui qu'on a aujourd'hui en 2010. C'est quoi le lien avec la question d'inondation? Le lien, c'est quoi? Vous savez, le Bénin a été sujet récemment à la crise politique, où même les producteurs, quand je dis producteurs, les agriculteurs, les paysans, sont obligés de migrer. On parlera de migration politique ou plutôt actuellement de migration environnementale, parce que les champs sont actuellement inondés dans toutes les basses vallées. Le risque d'insécurité alimentaire est déjà annoncé. Vous savez, l'inondation de 2010 était associée directement à une crise alimentaire au Bénin. Et qu'on l'associe maintenant à la crise politique, alors qu'on n'a pas produit, alors qu'il y a moins de pluie cette année, vous êtes convenable avec moi qu'en fin de saison actuellement, on aura moins de denrées pour nourrir, alors que la frontière bénino-nigériane est bloquée, il y a la crise géopolitique qui est là, et on se pose la question de savoir ce qu'il adviendrait au fils du village, dans un contexte où on veut encore renouveler, on veut encore voter comment on appelle la convention hip-hop. Oh, franchement, vous nous embarrassez. Chez spécialiste, vous devrez bien rassurer les populations qu'on peut s'en sortir. C'est vrai, les chiffres, on ne vous dit pas de voiler la vérité des choses, mais vraiment on veut savoir. Alors, professeur Adiakba, oui. Dans le contexte actuel, voilà un peu le tableau que vous peignez de la situation. Est-ce qu'on peut dire, avec ces quantités très importantes d'eau, on est sorti de l'auberge, ou le mois qui s'annonce pourrait réserver encore des surprises? Très bien, monsieur le journaliste. Je vais vous expliquer une situation. Et ensemble, nous allons apprécier. Ok. Je prends le cas de Cotonou, où nous sommes là. Vous savez, la cause fondamentale des inondations de Cotonou que nous enregistrons actuellement là, ce n'est pas lié seulement au plus local de Cotonou. C'est un peu lié à la grande quantité d'eau en provenance du nord. Vous savez, la petite saison des pluies à Cotonou coïncide avec la grande saison des pluies au nord. Et le fleuve Ouémé, avec ses affluents, draine vers le sud une quantité importante d'eau qui vient se déverser dans le lac Nokoué, et une partie va vers la lagune de Porto-Novo. Est-ce que vous voyez? Donc voilà ce qui se passe actuellement. Nous sommes au cœur de la grande saison des pluies au nord, où une grande quantité d'eau est en train d'arriver depuis le nord
en train d'arriver. Oui. Puisque ça vient. Vous dites encore qu'il y a des surprises qui viennent. Oui, mais c'est ça. De l'eau, ça vient encore. De l'eau, ça vient encore, ça continue. C'est-à-dire que nous sommes au début. C'est-à-dire, actuellement, le lac Nokoué est débordé. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une grande quantité d'eau arrive et vient se déverser dans le lac Nokoué, de façon technique, le lac qui en 20 ans, c'est-à-dire entre 1986 et 2006, le lac, du fait des acadias, de tout ce qu'on y jette, s'est comblé sur 0,6 mètres. Ah bon? Or, ce lac-là, c'est un bassin de 150 km² de superficie et de 2 mètres de profondeur. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'une grande quantité d'eau comme ça arrive chaque année pour un lac qui est en train de subir ce phénomène de comblement, est-ce que vous voyez? Donc, le lac est débordé et est débordé à l'heure actuelle. Et quand c'est débordé, c'est les quartiers périphériques comme Fifadji, Awansori, Vossa qui subissent les frais. Est-ce que vous voyez? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il faut remonter un peu en arrière. Vous savez, comme le fleuve Ouémé déverse chaque année ses eaux dans le lac Nokoué, le colon en 1885, a eu l'idée de créer le canal de Kouto, que nous appelons chenal de Cotonou, pour pouvoir drainer les excès d'eau là vers l'océan Atlantique. C'est ce que le colon avait fait à l'époque. Mais nous-mêmes, là, on a commencé par combler le lac, par les acadias que nous y mettons. Alors ça, c'est résistant. Est-ce que, alors où vous intervenez, il faut craindre d'autres quantités d'eau sur le Bénin pour le mois qui commencera dans quelques jours, où il faut commencer la salubrité, le nettoyage est donc anticipé. Vous parlez de coup d'eau qui vit sous le joug de l'encombrement, donc il faut faire le travail de curage, si c'est le thème approprié. À quoi peut-on s'attendre pour reposer la question? Oui, ça dit que lorsque les eaux vont arriver, il faut s'attendre à d'autres quantités d'eau. Parce que la saison des pluies, vous voyez, nous sommes dans ce que nous appelons les changements climatiques, où vous ne maîtrisez pas les prévisions. C'est-à-dire, ce qui est prévu, vous n'êtes pas sûr que ça va se passer exactement comme ça. Vous voyez? Donc, à l'heure actuelle, en principe, on doit s'attendre déjà à la fin de la saison des pluies. Mais ce n'est pas parce que les pluies sont en train de s'arrêter que le phénomène va s'arrêter brusquement, parce que les rivières, les affluents, le fleuve Ouémé même qui est en train de drainer de l'eau vers le sud, ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Il faut encore des jours, voire même des semaines. Est-ce que vous voyez? Donc, le lac Nokoué doit recevoir encore suffisamment d'eau. Et le débordement doit continuer. Brissot, le débordement doit continuer. On anticipe pour éviter qu'on ait enregistré d'autres dégâts en prenant, alors à quel bout? Vous savez, M. Joël, avec une mauvaise volonté politique de prévision et de gestion de risques et de catastrophes, on n'y peut rien. Parce que nous avons fait des propositions. Les hommes de science ont fait des propositions. Moi, j'ai proposé au chef de l'État, qui a transmis 3 jours après au ministre Gaston Dossoui, qui m'a reçu 2 fois, où on a mis en place une commission où il y avait la direction des pêches, il y avait Tchabisika, le laboratoire central, il y avait moi, pour la création d'un observatoire qui va surveiller le climat, la terre, les eaux et les cultures. On a besoin de ces variables-là aujourd'hui. Et à ce jour, où est-ce que nous en sommes? 0. On a fait plus de 2 paquets de rames de propositions. Et donc, pour l'autorité, on se rend compte que ce n'est pas une priorité parce qu'ils n'ont rien à gagner. Le politicien n'a rien à gagner du social. Et si le politicien n'a rien à gagner du social, l'homme de science qui croit que le social est important, il passe à côté de l'intérêt des politiques. Est-ce que l'homme de science n'est pas un peu dans l'excès, peut-être déçu par cette sourde-oreille de conclure ainsi? Vous savez que les politiques doivent être un peu en harmonie avec la population. Et si la population est dans des plaintes à n'en plus finir, il n'y a vraiment pas de gain pour le politique. Alors, est-ce qu'il ne faut pas considérer que
le climat ou l'environnement politique que vous-même vous avez présenté tout à l'heure a empêché les autorités de prendre pas le bon côté des choses et que à l'heure où on en est avec les résultats déjà sur le terrain et qui crèvent les yeux, il peut y avoir un regain d'intérêt à ce qui ensemble a été concocté. Moi, ce n'est pas l'environnement politique, c'est la volonté politique. Vous insistez là-dessus. C'est la volonté politique. J'insiste tout simplement parce que, mais quand le ministre José Tonato m'a reçu et il y avait le DGIGN, je leur présentais des bases de données qui coûtent près de 200 millions que j'ai amenées du Canada. Et je leur parlais de ça. Il y a aujourd'hui les satellites américains et les satellites européens, par exemple les satellites européens Thamsat, qui ont mis à jour des données sur le climat et sur la Terre tous les 10 jours, mais à l'échelle du continent. Et nous avons des spécialistes comme M. Adiakpa. Nous avons des spécialistes comme nous autres. Il y a des gens qui sont formés et c'est des données gratuitement accessibles, je vous assure. On peut prévenir ça. On a ces données. On peut suivre de près parce qu'aujourd'hui, il faut prévenir. Il faut suivre de près ces indicateurs. Et il faut des équipes pluridisciplinaires spécialisées sur ces questions de prévention et de risques naturels. On est aujourd'hui déjà, comme on le dit, le vin qui est versé, il va falloir peut-être le boire. Alors dans l'opérationnel, je vais vous demander dans l'opérationnel, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Brice vient de dire quelque chose. Vous tenez à revenir sur ça? Je reviens dessus. Il a parlé d'observatoire. Oui. C'est très important. Je vais faire un tour en arrière. Vous savez, au cours des années 1970 à 1980, oui, il y a une grave crise de sécheresse dans le Sahel. Et ça a amené les pays sahéliens à créer l'institution qu'on appelle le SILS, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Oui, ils ont créé une institution spécialisée qu'on appelle l'AGRIMET, Agro-Hydrométéo, voilà, pour prévenir les crises alimentaires et régler la question de maîtrise de l'eau. Est-ce que vous voyez? Et actuellement, il y a même un projet Servir Afrique de l'Ouest, financé par l'USAID et qui doit pouvoir aider les pays du Sahel là à faire des prévisions satellitales. Vous demandez aux pays de l'Afrique de l'Ouest et voilà, donc comment ce projet-là à s'en inspirer ou quoi? Voilà, c'est un modèle parce que aujourd'hui, les meilleures prévisions, c'est pas les satellites. Les meilleures prévisions, c'est les satellites. Et c'est en cela que les Américains nous dépassent. Vous savez, les crises et catastrophes naturelles que les Américains vivent, c'est pas ce que nous vivons. Nous, on a même la chance que, géographiquement parlant, la nature nous a mieux logés. Là-bas, vous avez des vents de plus de 250-300 km à l'heure. Est-ce que vous voyez? Et grâce aux satellites que les Américains utilisent, les gens sont informés 2, 3 ou 4 jours à l'avance. Alors, ma question maintenant, dans l'opérationnel, quelles sont les voies à emprunter au plus tôt? Oui, c'est une volonté politique. Si nous voulons, si nous voulons, puisque nous, on est des enseignants, on est des chercheurs, et nous prenons nos maigres sous pour faire les recherches, pour trouver les résultats. Mais personne ne s'occupe de nous dans leur application. Non, mais attention, l'État accompagne les chercheurs, et ça n'a pas changé, quand vous dites vous maigres sous. Non, ce que nous disons, si les Japonais et les Chinois sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce que les résultats des recherches scientifiques sont appliqués, c'est tout. Si le Bénin, si le Bénin veut décoller, on ne peut pas décoller sans la recherche. On ne peut pas décoller sans les enseignants-chercheurs. C'est pas possible parce que lorsque les crises et les catastrophes se produisent, mais il revient aux enseignants-chercheurs d'animer et d'expliquer. Et d'ailleurs, dans les rôles régaliens d'un enseignant-chercheur, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le service à la communauté. C'est-à-dire vos recherches, tout ce que vous faites là, en quoi ça profite à la communauté. Et c'est là que les résultats des recherches doivent être appliqués. Si aujourd'hui, le chef de l'État dit, bon, il réunit les universitaires, il dit, bon, je veux atteindre tel objectif dans tel domaine, c'est ce que je veux. Je mets les moyens à votre disposition. Mais trouvez-moi des modèles et des formules et tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, c'est ce que je veux. Et je vous donne tel délai. Et on y va. Et on signe un partenariat comme ça. Vous verrez,
Donc, aujourd'hui, si nous voulons, nous pouvons. Je suis revenu sur la question d'observatoire dont Brice a parlé pour vous dire que à l'échelle africaine, lorsqu'il y avait des plaintes de sécheresse, voilà comment c'est géré. Et je vous ai parlé du projet CEVI qui est en train d'arriver maintenant pour aider à faire les meilleures prévisions satellitales au niveau des crises, au niveau du Sahel. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous-mêmes nous voulons, nous pouvons souscrire à ça et faire des prévisions. Et lorsque vous faites des prévisions, est-ce que vous voyez? Lorsque vous faites des prévisions, ça vous permet d'anticiper. Oui, le politique a ses raisons qui ne sont pas forcément parfois liées aux préoccupations partagées par les chercheurs que vous êtes. Brice Auroux, déjà, l'autorité a eu l'oreille attentive qu'il faut pour vous tendre une perche, même si au bout du rouleau, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, donc plus de suivi. Aujourd'hui, face aux conséquences qu'on observe sur le terrain, est-ce que, au nom du patriotisme, vous et vos pairs, vous êtes allés vers l'autorité pour, élément de preuve à l'appui, l'aider à s'approprier la situation sur le terrain et donc on semble penser les mots qui se posent. Vous savez, je n'ai pas eu de suite à ma demande d'audience depuis des mois au ministre José Tonatan, mais le chef de l'État lui-même, il me répond. Donc, c'est déjà heureux. Le chef de l'État lui-même me répond. Vous savez, le chef de l'État lui-même ne peut pas tout faire. Donc, du coup, il faut quand même que chacun joue sa partition. Moi, je suis un homme de science. La preuve, je ne suis pas recruté à l'université. J'exerce avec mon ONG. J'utilise mes fonds propres, mes ressources personnelles. Je ne gagne rien de l'État. Et j'utilise mes économies pour proposer des solutions et qu'on me traite de pseudo-climatologue. Depuis janvier, quand j'ai présenté mes résultats, et aujourd'hui, on est en situation de crise. Vous imaginez combien de fois ça choque? Oui, alors... Mettez-vous à ma place, monsieur Joël. Non, c'est compréhensible, c'est humain. Alors, face à la douleur du peuple, pour lequel on s'investit au quotidien, on oublie un peu soi et on va un peu de l'avant. On fait comment alors pour ces populations? Vous savez, actuellement, il faut une investigation. On a besoin de chiffres. On a besoin d'avoir des indicateurs sur les populations hautement vulnérables à ces catastrophes. Et comment les accompagner? Et comment prévoir? Comment gérer cette situation? Parce qu'en fait, après les crises d'inondation, il y a toujours eu des crises alimentaires. Toujours. Il y a toujours eu des crises alimentaires parce qu'il y a d'abord l'inondation de toutes les grandes surfaces culturelles, dont tous les champs sont inondés. Il y a ce qu'on appelle les déplacements de population, les déplacements forcés de population liés à l'inondation. Et après cette situation-là, il y a aussi les populations qui ont besoin de subvenir à des besoins essentiels. Donc, il faut avoir des indicateurs sur ces populations. Et j'estime que c'est dans les basses vallées qu'il faut réellement investiguer pour avoir ces chiffres. Donc, l'urgence serait d'aller rapidement sur ce chantier. Voilà. Oui, professeur Adjapa. Oui, et comme il est en train de le dire, vous savez, dans la gestion d'une crise, il y a ce qu'on appelle l'avant, le pendant et l'après. On peut considérer que ça tire à sa fin. Donc, c'est-à-dire, l'avant, oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour anticiper? Et le pendant, vous vivez la situation. L'après, c'est ce qu'on appelle le relèvement. Le relèvement, c'est comment aider les populations déplacées, comment aider les populations sinistrées, comment aider tous ceux qui ont perdu leurs biens à reprendre leurs activités. Donc, là-bas, nous vivons la situation déjà. Ce qui reste là, c'est le relèvement. Il faut identifier, effectivement, comme Brice l'a dit, il faut pouvoir énumérer. Il faut pouvoir recenser tous ceux qui sont sinistrés. Vous voyez, faire le point de ce qu'ils ont perdu et voir dans quelle mesure les reloger, si c'est habitation et autres là, et voir aussi dans quelle mesure aider les gens à reprendre les activités qu'ils menaient. Parce que quelqu'un qui a perdu tout, il n'a aucune assurance, il n'a rien.
aucune institution financière ne peut lui passer quoi que ce soit. Donc, lui il est vulnérable. Si rien n'est fait pour lui, il est fini, comme on le dit. Donc la responsabilité d'abord celle de l'État. Oui, celle de l'État. De savoir combien de gens sont sinistrés, quel est le niveau de perte que chacun a enregistré. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour chacun pour qu'il puisse reprendre ses activités normalement. L'université que vous êtes, est-ce qu'il y a déjà des chiffres à votre niveau ou vous attendez toujours qu'on vous mette les chiffres à disposition? Bon, les chiffres, moi j'ai fait ma thèse sur les inondations au niveau de Malanville et de Karimama. J'ai mes éléments qui sont sur le terrain là-bas et de temps en temps j'appelle et me renseigne sur comment la situation évolue sur le terrain. Donc nous, on a quelques chiffres. Mais puisque les chiffres ne sont pas encore exhaustifs, donc c'est à la fin qu'on pourra savoir combien ont perdu, quoi, et quel est le niveau de perte que chacun a enregistré, tout ça là. Mais les maires doivent pouvoir faire ce travail-là, puisque c'est de leur responsabilité de gérer les crises au niveau communal. Donc les chiffres, ils doivent pouvoir avoir les chiffres qu'il faut et communiquer à la grande autorité qui est le chef de l'État pour que les instructions soient données pour qu'on puisse accompagner ceux qui sont sinistrés réellement actuellement. C'est ça vraiment qu'il faut. Prioritairement, quel pourrait être l'engagement des gouvernants pour soulager les peines de ces populations? Vous savez, monsieur le journaliste, l'humain est au cœur des désastres naturels. Et une crise climatique mal gérée conduit à une crise sociale. Je dis bien, une crise climatique mal gérée conduit à une crise sociale. Vous savez, si on ne reloge pas les populations inondées et qu'ils se déplacement de population des villages vers les villes, et que ces mêmes populations se rendent compte qu'il y a une discrimination sociale, ça conduit à des soulèvements. Et ces soulèvements, on n'arrive plus à les gérer plus tard. Du coup, il faut une bonne volonté politique pour gérer non seulement la situation de crise actuelle, mais la situation post-crise, afin que les populations hautement exposées puissent quand même trouver une bonne satisfaction morale, économique, culturelle, parce qu'ils seront obligés de se déplacer. Et dans cette démarche, les scientifiques que vous êtes, chercheurs, n'avaient pas de contribution outre mesure à faire? Moi, je suis cloué parce que je suis un pseudo-climatologue. Je suis cloué, je vous assure, je suis sincère. Non, on comprend un peu votre déception, mais au-delà de cette déception, le patriotisme qui l'emporte et qui vous pousse souvent à envoyer ces alertes, que pensez-vous que vous pourriez encore faire d'utile pour toute cette communauté? Vous savez, moi, je vous ai dit, vous êtes au courant, je suis au cœur de l'élaboration du nouvel calendrier agricole au Bénin. J'ai déjà contribué à l'élaboration d'un calendrier agricole adapté au dérèglement climatique sur tous les 7 pôles de développement agricole du Bénin. Et donc, c'est mon rôle d'homme de science. Et là, ce travail a été réalisé avec l'INRAP. Il y avait le professeur Apollinaire Guimessan, mon équipe de recherche, et l'équipe de recherche du laboratoire des sciences du sol. Le reste, la balle, une fois encore dans le camp des gouvernants. J'ai exploité les données satellites mises à ma disposition par des partenaires à l'international, les données climatiques mises à ma disposition par l'INRAP, et on a utilisé notre mémoire grise pour faire sortir les résultats qu'on a transmis même au ministre et au chef de l'État. Alors, si on veut continuer dans cette dynamique, on appelle les spécialistes de risques naturels comme le docteur Adiapa. Moi, forcément, on n'a pas besoin de moi. Mais du coup, il faudrait une équipe pluridisciplinaire pour suivre de près ces indicateurs qui sont importants pour l'agriculture. Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, monsieur Joël, après ces catastrophes d'inondation, il est prévu des poches extrêmes de sécheresse où les populations seront hautement exposées à des crises de chaleur. Ah bon? Après cette période d'inondation. Donc, quand vous êtes dans un pays où le dérèglement pluviométrique est annoncé, sachez que vous êtes en situation de dérèglement climatique. Et quand il y a dérèglement climatique, il faut s'attendre parfois à des concentrations de chaleur, à des hausses donc, de chaleur en période de sécheresse. Les Béninois, avec des bouffées de chaleur. Ils ne sont donc pas sortis de l'auberge. Oui, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et ce que moi je prévois un peu en complément de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est la question de maîtrise de l'eau. Forcément. Oui, parce que lorsque vous ne maîtrisez pas l'eau, vous ne pouvez pas maîtriser l'agriculture. Et c'est ce que les Américains ont fait. Là-bas, on ne dit pas il n'a pas plu
que c'est pour cette raison-là on n'a pas produit. Mais je Donc, la lisais question de la sécheresse qu'il annonce, on aurait oui, mais pu la anticiper. question de la sécheresse qui s'annonce là, nous devons régler ça impérativement par les questions de maîtrise de l'eau. Et Mais il y a un c'est travail là- qui a commencé aussi dans ce sens, non? C'est devenu quoi? On se rappelle, il y a 5 ans, sinon 7 ans de cela, le débat a été soulevé Non. encore par les scientifiques. Eh bien, on a cru savoir qu'il y avait on a quelque chose qui a été retenu. Oui, on a des centaines de bas-fonds. Et on a plusieurs cours d'eau où on peut faire de petits aménagements hydro-agricoles. Production contre saison. Est-ce que vous voyez? Et à l'échelle de tout le pays, on peut produire et on peut faire des cultures de contre-saison à tout moment. Les vallées, on en a assez. Les vallées, on en a assez. Est-ce que vous voyez? Donc, de petits aménagements hydro-agricoles peuvent vous permettre de prévenir ou de donner une réponse aux poches de sécheresse qui s'annoncent. Est-ce que vous voyez? Donc, les aménagements hydro-agricoles, il faut qu'on revienne sur ces questions-là et qu'on y travaille beaucoup. Merci pour toutes ces contributions, Brissot. Vous comprenez que nous allons devoir nous séparer encore quelques minutes. Je vais vous demander plutôt de conclure sur cette question qui est quand même aussi très importante. Les inondations, leur corollaire, vous annoncez pour bientôt la sécheresse. Brissot, si vous devez conclure sur tout ceci. Pour moi, en situation de crise, on doit apprendre à gérer la crise. Mieux prévenir la crise vaut mieux que gérer une crise et gérer une post-crise. Vous savez, pour moi, aujourd'hui, le Bénin doit disposer d'une politique publique d'agriculture de précision. Production contre-saison, comme l'a dit mon collègue, l'aménagement hydro-agricole des grands bassins versants, et on ne doit plus dépendre notre agriculture de la pluie. Vous voyez? Et il faut disposer d'indicateurs sur la vulnérabilité des populations afin de mieux gérer les crises. Merci beaucoup, oui, professeur Adiakpa. Oui, comme Brice vient de le dire, et en situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Donc, solution exceptionnelle, c'est le gouvernement qui est interpellé maintenant pour venir, n'est-ce pas, au secours des sinistrés. Mais après cette situation-là, il faut réfléchir à la suite, à l'avenir. La question de maîtrise de l'eau pour que notre agriculture ne dépend plus de la pluie. Parce que la pluie, on ne la maîtrise pas. Avec les changements climatiques, on ne sait pas quand est-ce qu'il va pleuvoir, comment ça va pleuvoir, quelles sont les poches de sécheresse même qui seront logées au cœur même des saisons de pluie, tout ça. Donc tout ça, ça fait des imprécisions. Lorsque on veut se développer, il y a des outils de développement. Il faut s'armer des outils de développement. Et parmi des outils de développement, comme un pays à vocation agricole ou comme un pays comme le nôtre qui est basé sur l'agriculture, la question de maîtrise de l'eau doit être prioritaire. Merci à vous, Théodore Adiakpa. Merci également à vous, Brice Soro, chers téléspectateurs. Merci pour la complicité, une page importante qu'on devrait ouvrir pour aider à penser développement. C'est important. Sans ces questions, eh bien, les questions politiques ne seraient que l'heure. Merci également au réalisateur du jour, Juste Dorissou, qui, comme d'habitude, a su nous accompagner de bout en bout. 100% Bénin pour le numéro du jour. Je vous fausse compagnie. Cette citation de Nicolas Boileau. Faites-vous, dit-il, des amis, honte à vous censurer quand cela s'impose. On en sort, dit-il, toujours plus fort et plus épanoui. Merci d'être des nôtres. À très bientôt.